Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. À la 20e journée nationale de refus de la corruption, l'action humanitaire était face à l'épreuve de l'intégrité. Des experts burkinabés et internationaux ont échangé sur les enjeux de la transparence dans le secteur humanitaire. On en parle dans ce journal. 20 camions de vivres et denrées diverses ont été acheminés vers Bozanga et Djibo lors d'une opération à haut risque. Le commandant du COTN, le colonel Théophile Nikema, a salué la réussite de cette opération. Les détails dans un instant. Dans la région du Nakambe, précisément dans la commune de Zonse, la population dispose désormais de 3 ronds-points de la veille citoyenne. L'association AES Lagam Tabzam porte toutes ces 3 réalisations. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce week-end. Cynthia Zungrana y était. La patrie ou la mort! La patrie ou la mort! C'est dans cette ambiance que la population de Zonse, commune située dans la province du Boulgou, région du Nakambe, a accueilli ces 3 nouveaux ronds-points de la veille citoyenne. Installés à des carrefours populaires de la localité, ces 3 ronds-points de l'association AES Lagamtab Zama traduisent une volonté claire. Inciter chaque citoyen à rester éveillé et actif face aux défis sécuritaires. C'est la vue du président capitaine Ibrahim Traoré. Il est venu dans la main de la jeunesse et de la population de Burkina Faso. Maintenant, comment faire réunir des jeunes toujours pour qu'ils soient derrière lui? À ce moment, multiplier des ronds-points, rester ensemble et vigilants pour les ennemis. Voilà pourquoi nous, on a multiplié des ronds-points. Présent à la cérémonie, le représentant du président de la délégation spéciale de Zonse a salué ce élan citoyen, lui qui voit dans cette action un modèle à encourager. Ce rond-point, c'est un cadre de partage d'idées, d'expérience, c'est un lieu de citoyenneté, vraiment, et c'est un lieu où vraiment toutes les grandes décisions allant dans le sens donc, du développement de la commune peuvent être en tout cas prises. Pour le parrain de cette cérémonie, cela allait de soi de soutenir l'initiative de l'association AES Lagantab Zama. Nous avons été fiers de constater que nos fils et les fils de Zonse et les fils de Burkina sont levés pour dire non à l'impérialisme, non à ces valets locaux. C'est ça qui nous a poussé à pouvoir les soutenir et nous les soutiendrons tant que nos moyens le permettent. La jeunesse de Zonse, par la voix de son secrétaire général, se réjouit de l'appropriation de ce rond-point et prend l'engagement d'y veiller avec assiduité. Nous nous engageons aujourd'hui que nous allons rester à côté de cet rond-point. Nous n'allons pas, comme on l'a dit dans notre discours, ça ne sera pas un lieu de passage pour nous, mais on va rester ici à tout moment pour pouvoir être vigilants, voir ce qui se passe dans la commune de Zonse et précisément au centre ici pour que les ennemis de la nation ne viennent pas détruire notre commune et notre nation. La remise d'attestation à une centaine de femmes formées en confection de paille Donda, des défilés, des ballets, ainsi qu'une remise de 2 motos au VDP de la commune de Zonse ont mis fin à cette cérémonie d'inauguration du rond-point. La patrie ou la mort! Comme je vous le disais en titre, les forces combattantes sont de retour à Kongoussi après une mission à haut risque à Bozanga et à Djibo. 200 camions de vivres et denrées diverses ont été acheminés dans ces 2 localités. Le COTN parle de la réussite d'une mission à fort enjeu logistique et sécuritaire. Le commandant du COTN, le colonel Théophile Nikema, s'est rendu à Kongoussi pour féliciter les combattants. Issa Oumar Atié nous en parle. Tout, sauf un voyage de rêve, ravitailler Bozanga et Djibo aujourd'hui relève d'une mission à haut risque, mais pas impossible dans un contexte où les axes routiers sont minés et la météo souvent capricieuse. Pendant plusieurs jours, les forces combattantes ont ouvert la voie. Elles ont sécurisé l'axe, neutralisé les menaces et escorté les convois jusqu'à destination. Mais ce n'est pas tout. Des centaines de civils ont aussi pu se déplacer en sécurité grâce à la présence des troupes sur le terrain. Une avancée concrète dans une zone où chaque mouvement est un risque. L'opération, qui a réuni plusieurs entités des forces armées nationales, est un succès et le colonel Théophile Nikema, commandant le commandement des opérations du Théâtre national, parle d'un acte héroïque. L'objectif visé, c'était surtout pour encourager nos hommes, nos intrépides combattants qui se battent jour et nuit
corps et âme dans la reconquête du territoire national. Ils ont accompli là une mission difficile, avec détermination, avec abnégation et professionnalisme, permettant de ravitailler des localités comme Djibo, Bourzanga, qui se situent dans une zone difficile d'accès. Donc, pour cela, il était de mon devoir de passer, les encourager, d'abord leur transmettre notre satisfaction par rapport à la mission qui a été bien accomplie, mais surtout les encourager et leur demander de se donner davantage, encore avec plus de détermination pour une reconquête le plus rapidement possible de notre territoire. Pour les unités engagées dans cette mission, la présence du haut commandement militaire sur le terrain est un message fort, un message de confiance, mais aussi de proximité. Dans des zones où l'engagement exige parfois de tout sacrifier, savoir que la hiérarchie suit, soutient et partage le combat est une source de force supplémentaire, dira le chef d'escadron Amadou Sanou, commandant de la 4e région militaire. C'est avec fierté que nous avons accueilli la délégation du commandement des opérations du Théâtre national. C'est toujours un honneur pour les unités sur le terrain de recevoir la visite de leur chef. Et cette visite nous réconforte et en rajoute à notre morale, notre détermination et notre rage de vaincre. Selon le COTN, l'opération s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Aucun incident majeur n'a été signalé. Elle vient s'ajouter à d'autres missions similaires menées ces derniers mois dans le cadre du renforcement de l'action de l'État dans les zones à fort défi sécuritaire. La célébration des Journées nationales de refus de la corruption 20e édition a mis en lumière un thème d'actualité, corruption et action humanitaire au Burkina Faso. Les panélistes venus du Burkina Faso et d'ailleurs ont développé le thème à l'invitation du RENDLAC et de l'ASELC. Les détails avec Daouda Yameogo. 4 sous-thèmes ont été développés par les panélistes. Il a notamment été question des mécanismes en place au sein du ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale dans la lutte contre les pratiques frauduleuses dans les actions d'aide humanitaire. L'affaire Amidou Téyan était également au menu des échanges. Il faut reconnaître, personne ne le nie, que nous avons un certain nombre, une panoplie de textes et de mécanismes qui dans la théorie paraissent efficaces. Mais la réalité que nous faisons, c'est le constat que nous faisons dans la réalité, et bien que malgré cela, les gens arrivent à détourner des milliards dans des secteurs aussi sensibles que l'humanitaire. Ce qui nous interpelle tous sur la réflexion à apporter à des pistes pour améliorer la prévention et la répression. Et nous avons estimé qu'au regard de l'expérience qu'on a eue, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence compte que les corrupteurs et les corrompus ont une sorte de longueur d'avance et que les textes, pendant que les textes restent statiques, eux continuent de réfléchir et améliorent leurs techniques. Donc il faut peut-être penser à se mettre au diapason ou au mieux prendre une avance sur eux. On s'est tous aperçus, notamment au cours du procès Téyan, que l'approche que les pouvoirs publics ont est inefficace. Parce que s'il avait été, il n'aurait pas été possible qu'il y ait eu un détournement à cette hauteur-là. Pour l'avocat maître Prosper Farama, les lourdeurs judiciaires ne facilitent pas la lutte contre la corruption. Ce qui est recherché comme valeur pédagogique dans ce type de procès se perd. Quand on commence un procès et qu'après, il ne finit que 10 ans après, au moment où tout le monde l'a oublié, évidemment, c'est inefficace. Quelquefois aussi, le manque, on va dire, de personnel, le manque de compétences techniques liées à certains aspects fait que clairement la justice reste handicapée. L'autre piste de réflexion, c'est sur les pesanteurs sociologiques et culturelles. Parce qu'on parle de justice, on parle des pouvoirs publics, mais on ne parle pas de notre société elle-même. Quelle perception est là et quelle est sa part de responsabilité dans ce domaine de la corruption? Parce que c'est vrai que nous sommes tous victimes, mais en même temps nous sommes tous responsables. Parce qu'on a une certaine perception, et lors de la conférence, je crois que des exemples ont été donnés. Quand on nomme aujourd'hui quelqu'un en poste, entre guillemets, dit juteux, on voit bien que tout son entourage est heureux de pouvoir ou espérant participer à la soupe. Cette façon de réfléchir commande que nous revoyons nos propres valeurs.
L'initiative portée par le Réseau national de lutte anticorruption RELAC et l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC vise à renforcer la culture du refus de la corruption dans tous les domaines de la vie publique et interpeller les décideurs sur la nécessité d'une gouvernance vertueuse. Ce genre d'échange au niveau des citoyens et au niveau de nos organisations peuvent amener l'administration et l'autorité à regarder, n'est-ce pas, les mécanismes qui sont en place pour, en tout cas, essayer de renforcer donc leur efficacité. Voilà donc les principales raisons qui nous ont conduits à organiser ce panel. La 20e édition des Journées nationales de refus de la corruption JNRC a débuté le 7 juillet et a pris fin le 11 juillet. Elle a été couplée avec la Journée africaine de lutte contre la corruption. Chose promise, chose due. Le promoteur du centre Bangrenoma, situé à Bonheurville, a remis vendredi dernier au chef de cabinet du président du Faso 7000 plants promis à Manga dans la région de Nazino. Ce don entre dans le cadre de la campagne nationale de reforestation. Samuel Moko. Le chef de cabinet du président du Faso fait le tour de ce qui est devenu un centre de promotion de l'agroforesterie, de l'agroécologie et de la formation des jeunes amoureux de la nature. C'est après cela que Ousmane Sanouidi, visiteur d'un jour, sur instruction du chef de l'État, apprécie ce qui y est fait. Sur instruction de son Excellence le Président du Faso, chef de l'État, nous avons effectivement fait le déplacement au sein du centre qui a promis 7000 plants à l'autorité. Non seulement visiter le centre, encourager le promoteur, mais aussi procéder à la réception des plants. Le déplacement du chef de cabinet du président du Faso a un lien avec la promesse faite au chef de l'État le 14 juin dernier à Manga. C'est véritablement un centre à encourager, des exemples à dupliquer pour justement pouvoir tenir l'engagement que nous avons pris au centre sud de faire en sorte de reverdir donc notre beau pays de plans de consommation mais aussi de plans médicinaux. L'appel à lancer, c'est inviter tous les Burkinabés, tous les compatriotes, que ce soit donc du Burkina Faso et de la diaspora, d'emboîter les pas donc du promoteur pour nous permettre de rendre notre pays encore résilient face au choc climatique. Le promoteur du centre Bangrenoma, Salif Nintiema, est prêt à poursuivre son accompagnement à l'État pour le reverdissement du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons vraiment un grand leader de l'environnement qui est le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui a vraiment tracé une vision de raverdir notre environnement. Nous adhérons à cette belle initiative et nous accompagnons cette belle initiative. Et c'est dans ça qu'à Manga, quand le chef de l'État a allé dans le forêt pour planter son arbre, ça nous a tous interpellés. Tout ce que nous pouvons faire pour accompagner le capitaine Ibrahim Traoré et sa vision, nous sommes engagés vraiment à accompagner, nous sommes engagés à soutenir pour vraiment faire du bien pour notre beau pays que le Burkina Faso. Les 7000 plants du centre Bangrenoma sont destinés à renforcer les actions de la campagne nationale de reforestation qui a un objectif de 20 millions de pieds cette année. Tout autre sujet à présent, les agriculteurs utilisent des herbicides pour se débarrasser des mauvaises herbes de leurs champs. Pourtant, leur usage dans les productions vivrières peut présenter un danger pour la santé humaine. Sur la question, Sylvie Nankelsé a échangé avec le président directeur général de Protect, une entreprise de promotion de l'agroécologie. Les herbicides sont devenus aujourd'hui quasi incontournables dans l'agriculture au Burkina au regard du constat sur le terrain. Mais ils semblent être un couteau à double tranchant. Autant ils présentent des avantages en ce qu'ils permettent de lutter efficacement contre les mauvaises herbes, autant ils présentent des inconvénients. Les herbicides jouent négativement non seulement sur la santé des utilisateurs, mais aussi sur le sol et l'environnement, selon le président directeur général du Bioprotect, une entreprise qui intervient dans le domaine de la protection de l'environnement
Claude Arsène Sawadogo. Donc en termes d'avantages, c'est comme ce qu'on peut dire, c'est juste le gain de temps parce que ça permet aux producteurs d'aller vite. Mais ce gain de temps peut être rattrapé si on mécanise encore un peu plus notre agriculture, voilà, pour la préserver. Maintenant, les inconvénients sont beaucoup plus nombreux que justement ces avantages, parce que vous savez que le Burkina Faso, on a des sols qui sont très pauvres en matière organique. On a des sols qui sont déjà dégradés et utiliser justement des produits qui vont contribuer à détruire encore la vie du sol, c'est accentuer le niveau de dégradation des sols en fait. Vous savez que les herbicides, le mot cide, ça veut dire tuer. Donc ça tue pas uniquement les mauvaises herbes, mais ça va tuer également tout ce qui est vie qui se trouve dans le sol. Alors que le sol, c'est comme vous et moi, il vit, il respire. Donc il a besoin d'être vivant pour permettre à la plante de produire ce qu'elle a. Selon lui, l'usage des herbicides a pour conséquence immédiate la destruction du sol. Les sols deviennent de plus en plus compacts et les poisons s'infiltrent dans le sol et peuvent se retrouver dans les eaux souterraines que nous buvons, dit-il. Ces eaux souterraines, ce sont ces mêmes eaux que vous et moi nous buvons. Voilà, à travers l'eau de forage ou de l'eau minérale, parce que c'est extrait de sous terre, ou dans les eaux au fait, de surface. Les eaux de surface, ce sont les barrages, etc., les retenues d'eau. Donc en retrouvant dans ces eaux de surface, ça peut polluer ces eaux, polluer les poissons, donc soit à forte dose tuer les poissons, ou peut-être emmagasiner ces résidus au niveau des poissons. Et puis évidemment, quand vous et moi nous allons les consommer, on va avoir ces résidus en nous, ce qui va créer plus tard des problèmes de santé publique. En plus des résidus, c'est-à-dire les effets toxiques qui vont rester au niveau des plantes, des cultures et même au niveau des fruits, peuvent occasionner des maladies. Pour Claude Arsène Sawadogo, les pesticides et herbicides sont des produits à manipuler avec prudence et précaution. Donc c'est des produits à prendre avec précaution. Et d'autant plus que ici qu'on a les produits homologués, les produits non homologués qui sont également utilisés. Déjà que les produits homologués ne sont pas sans risque sécuritaire, les produits non homologués le sont encore davantage. Donc imaginez l'exposition de l'agriculteur lui-même, du consommateur après, et toutes les conséquences sur l'environnement et l'écosystème. Claude Arsène Sawadogo, PDG de Bioprotect, invite les agriculteurs à changer leurs habitudes de production. Au regard de la fragilité de nos sols, c'est d'utiliser beaucoup plus des méthodes mécaniques pour lutter contre les mauvaises herbes. Ces méthodes mécaniques, c'est quoi? C'est le désherbage par les tracteurs, les motoculteurs, par les méthodes manuelles, les charrues, etc. pour désherber. Dieu merci, l'État a pris des engagements en dotant les différentes communes de tracteurs pour justement aider à ce que les opérations de préparation du sol se fassent. Voilà, mais c'est d'utiliser plutôt ces méthodes mécaniques-là. Le PDG de Bioprotect souhaite voir une bonne saison pour la campagne agricole qui vient de s'installer. Déjà, je demande au Créateur, à Dieu le Père, vraiment de bénir cette campagne, qu'il y ait une bonne pluviométrie bien répartie et dans le temps et dans l'espace pour permettre aux cultures de bien croître. Je souhaite vraiment beaucoup de courage aux agriculteurs parce que nourrir des gens, c'est un métier noble, même si c'est parfois ingrat. Voilà, c'est un métier noble, donc beaucoup de courage pour qu'ils puissent continuer dans cette tâche. Mais bien nourrir encore les gens, c'est encore plus exaltant. Donc bien nourrir les gens, c'est leur proposer des produits agricoles qui ne vont pas les rendre malades. Bioprotect est une entreprise burkinabé qui s'investit dans la protection de l'environnement, la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Elle propose aussi des solutions biologiques pour augmenter et sécuriser les récoltes tout en préservant la santé des hommes, des animaux, des sols et de l'environnement dans son ensemble. De son côté, la ferme de Mangré Navasanem de Nagréongo vient de sortir ses premières productions. Parmi 4500 poules pondeuses élevées, 2000 ont commencé à pondre plus tôt que prévu. Le constat de Sibline Enkelse. 5 mois après la construction et l'équipement de la ferme moderne de pondeuse de Mangré-Navasanem à Youtenga dans son champ, le guérisseur vient de voir les premiers œufs. Pour le concepteur, réalisateur et gestionnaire de la ferme, Marcel Zemsia Belem, plus de 2000 pondeuses sur les 4500 ont commencé à produire avant la période normale de 6 mois. Donc ça fait 5 mois que j'ai fait ça parce que c'est le travail que j'ai habitué de faire. C'est le vieux là qui est erré parce que ce n'est pas mes moyens ou bien
mon travail qui peut faire ça. Moi, j'ai fait ça chez moi, il est passé voir ce que j'ai fait. Il a dit que vraiment, il veut que moi je vienne faire ça ici. Donc j'ai fait, ça fait 5 mois que vous voyez comme ça, mais ça commence à produire. Vraiment, je suis content de voir ça. Donc aujourd'hui, c'est pour remettre le travail que j'ai fait, et pour que moi aussi, je continue de faire des autres côtés encore. Pour lui, c'est une satisfaction de voir les poules pondre avant délai. Et on est au moins de 50% d'abord, parce qu'on est 45%. Aujourd'hui, on est au moins, c'est à peu près 500 plaquettes qu'on a ramassées. Ça ne vaut pas une semaine. Donc je pense que d'ici dans 2 semaines, on va ramasser plus que ça. Vraiment, je suis content. Et je sais que prochainement, on sait qu'on va augmenter le travail là plus que ça. Ce sont au total 400 plaquettes de 30 œufs chacune qui ont été remises à El Hadj Seydou Bikiega. Le guérisseur s'est dit très comblé après avoir visité la ferme moderne de pondeuse Manrenaba Sanam, et la délégation qui l'accompagne ont visité ses champs d'ananas, de manioc, de bananes, de cacao, d'orange et de maïs, entre autres. El Hadj Seydou Bikiega s'est réjoui de la physionomie de l'ensemble des cultures. Hors du Burkina au Nigeria, l'ancien président nigérian Mahamadou Buhari est décédé hier à l'âge de 83 ans. Il a dirigé le Nigeria de 2015 à 2023 après l'avoir fait de 1983 à 1985. On en sait un peu plus sur l'homme d'État avec Samuel Moko. Major général de l'armée nigériane à la retraite, Mahamadou Buhari a d'abord dirigé le Nigeria de 1983 à 1985 suite à un coup d'État militaire. Après le retour à l'ordre constitutionnel, il est candidat malheureux aux élections présidentielles de 2003, 2007 et 2011. Il est finalement élu en 2015, faisant en même temps de lui le premier homme politique nigérien à défaire un président sortant. En février 2019, il est réélu face à l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Il ne se présente pas aux élections de 2023, ayant fait ses 2 mandats. Bola Tinubu est élu président. Muhammadu Buhari est né le 17 décembre 1942 à Doura dans une famille Peul et décédé le 13 juillet 2025 à Londres, en Angleterre. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.